Yo et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo consacrée à Seul tome 13. Si tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite donc à d'abord le faire car je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit. Je t'ai mis directement une petite fiche en haut à droite pour que tu puisses aller sur la partie 1. On saute direct l'intro parce qu'il y en a déjà eu une dans la partie 1, on y va. Avant de commencer, j'aimerais parler d'une théorie qui a été mise dans les commentaires par une certaine personne au sujet de Terry et de son dinosaure. Je la trouvais assez intéressante et c'est pour ça que je voulais vous la partager. Cette théorie dirait que c'est Camille qui a créé le dinosaure pour forcer Terry à aller vers Fortville. Ça aurait du sens, hein. Et que du coup la scène du 11 avec Terry serait bien un rêve prémonitoire. Après, ce qui peut nous mettre en doute, c'est que le T-Rex a les yeux normaux. Donc alors il ne serait pas d'essence maléfique. Après, on a vu comment Camille savait modifier ses apparences. Donc du coup à cette théorie, je dis pourquoi pas. Surtout que dans le tome 10, Camille dit une phrase un peu douteuse à Terry. Elle dit: retournons à Fortville, tu veux bien? Là-bas, je te donnerai ton cadeau. Tu ne seras pas déçu. Et si ce cadeau était le Tyrannosaurus? Surtout que ce ne serait pas mal connaître Terry que de lui offrir un dino. Y'a pas à dire maintenant, ça nous fout tous dans le doute après avoir dit ça. Entre cette nouvelle théorie et celle que c'est Terry qui a créé le dinosaure, je sais plus trop quoi en penser maintenant. Dites-moi vous, quelle théorie vous préférez? Moi pour l'instant je reste sur ma théorie parce qu'il y a ce lien avec le dino du tome 10, mais c'est vrai que l'autre je le garde quand même dans un coin de ma tête. Du coup je te dis merci à toi pour ta théorie, elle m'a fait pas mal réfléchir. Maintenant on va enfin passer à l'intrigue principale, le gros de ce tome. Alors, que va-t-il se passer dans ce tome 13? Jingle, c'est parti. Commençons là où on en est. Dodgy est dans son trou. Dans le tome 12, il dit 3 choses. Premièrement, qu'il va sortir de son trou. Deuxièmement, qu'il va buter le maître fou. Et troisièmement, qu'il va aller délivrer son ami qui est dans la prison d'à côté. On va commencer par une première chose. Qui est son ami de la prison d'à côté? Dans le tome 9, Ashik dit au maître fou: tu vas payer pour Jezabel. Mais qui est Jezabel? Ce serait donc quelqu'un dont le maître fou s'en est pris. Et la deuxième personne qu'on connaît dont le maître fou s'en est pris est le fameux gars qui parle à Dodgy dans son trou. Gars dont on ne sait pas le nom. Ce gars-là serait donc peut-être Jezabel. Donc deuxième chose, Dodgy veut sortir de son trou. Et pourquoi le maître fou le ferait sortir de son trou? Pour faire la fameuse épreuve de la ligne rouge. Car si c'est pas le maître fou qui le fait sortir de ce trou, il n'a aucune chance de sortir. Puisque c'est le maître fou qui crée la porte. Et il crée cette porte avec quoi? Avec une clé. Et on voit dans le tome 10 qu'il a 2 clés. La deuxième serait-elle pour la prison de Jezabel? C'est donc en piquant la clé que Dodgy pourra délivrer Jezabel. Mais pour le délivrer, faudra déjà que Dodgy lui-même sorte de ce trou. Pourquoi donc le maître fou le ferait sortir de ce trou? On l'a tous vu dans le tome 11, pour faire l'épreuve de la ligne rouge. D'ailleurs, parlons-en. L'épreuve consiste à ramener un objet qui est au bout de cette ligne rouge, mais en restant toujours à portée de main de cette ligne. Déjà, quelqu'un peut m'expliquer comment il va faire là? Et ensuite, c'est quoi l'objet à ramener? Faut se rappeler que là on est dans Fortville. Alors la ligne rouge, elle mène où là? Elle va mener au monolithe? Quel est le but de l'épreuve? Le maître fou veut que Dodgy lui ramène quoi? On en vient à la question, quel est le but et l'objectif du maître fou? Officiellement, c'est qu'il avait besoin d'un jouet. Dodgy, c'est un peu son esclave sexuel quoi. Et faut dire qu'il s'est bien amusé avec. Mais je pense que c'est pas la seule raison. Alors pourquoi le maître fou a-t-il appelé Dodgy dans le tome 8? Je pense que c'est pour ses pouvoirs. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Dodgy aura des pouvoirs? Ok, doucement. On reprend depuis le début. Parlons des pouvoirs de Dodgy. Dans le tome 8, la main d'Alderic a réagi à Dodgy, et c'est le seul signe qu'on a de ses pouvoirs. Et je pense que le maître fou a voulu utiliser sa capacité spéciale pour atteindre un objectif. Et donc, quels seraient ses pouvoirs et quel serait l'objectif du maître fou? On va commencer par la nature des pouvoirs de Dodgy. Pour ce qui est de la nature de ses pouvoirs, c'est vraiment très flou. Je trouve qu'il n'y a aucune théorie qui tient la route. Il y en a, ils pensent qu'il peut cramer des trucs juste par la pensée. Et que du coup les immenses étendues brûlées du tome 3 ça aurait été fait par Dodgy parce que dans le tome 2 il broyait du noir et que du coup il a brûlé des étendues entières par la pensée. Ça pourrait être logique parce qu'on sent que Dodgy il a un lien avec le feu, c'est une de ses symboliques. Mais là où ça tient pas c'est qu'il y a plein d'autres moments dans la saga où Dodgy a broyé du noir, mais sans qu'on voit de conséquences.
Il y a aussi d'autres théories sur les pouvoirs de Doji qui circulent, mais il n'y en a aucune qui tient la route, alors ça sert à rien que je vous les présente. Après, dites-vous dans les commentaires si vous avez des idées sur ces pouvoirs. Ensuite, pour ce qui est de l'objectif du maître fou, ça reste encore un mystère. En tout cas, étant donné son discours, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de sacré à ses yeux. Aussi, on peut penser que la ligne rouge se termine au cirque, étant donné le lien avec Doji. Peut-être on y reverra le tigre blanc du tome 1. Bien qu'on est quasi sûr que la ligne rouge va continuer dans la zone rouge et qu'il aura donc bien des ennemis à affronter, je ne pense pas que ça ira jusqu'au monolithe, parce que c'est pas Camille qui est à l'initiative de tout ça, c'est le maître fou. Et qui est le maître fou? Parlons. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un ancien membre de la 5ème famille qui a trahi les premières familles. Il y a d'ailleurs une phrase de Diane dans le tome 10 qui y fait peut-être référence. Elle dit formellement de ne pas essayer d'en savoir plus au sujet des dernières familles, car ceux qui l'ont fait par le passé sont tombés sous leur emprise. Et donc, parle-t-elle du maître fou? Eh ben c'est probable en fait. Le maître fou serait donc un membre de la 5ème famille qui voulait en savoir beaucoup plus au sujet des dernières familles et qui, en s'en intéressant, est tombé sur leur emprise. De plus, une phrase du maître fou qu'il dit encore une fois au tome 10 souligne cela. Toussaint et ses chiens de guerre viennent observer les terres basses de plus près, mais ils ne les comprendront jamais comme moi je les comprends. Cela prouve donc que le maître fou cherchait autrefois à en savoir plus au sujet des dernières familles. Ensuite, il y a une question qui trotte pas mal de gens au sujet du maître fou. Est-ce qu'il est des dernières familles? Cette question, je répondrais oui. La preuve dans le tome 9. Doji va au devant du maître fou en scooter des neiges. Mais en s'approchant du maître fou, l'engin a cessé de fonctionner, comme dans les terres basses, comme avec les dernières familles. Le maître fou a donc un aura maléfique. Il est donc, d'une manière ou d'une autre, des dernières familles. Après vous me direz laquelle des dernières familles. On peut penser, vu qu'il était de la 5ème famille et qu'il est passé à l'opposé, on peut imaginer qu'il est du coup de la 11ème. Mais ce n'est qu'une hypothèse. J'aimerais maintenant rester sur le maître fou pour parler de ses caractéristiques physiques. Très atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. Première question, est-il humain putain? Il a des bras de métal, pour tête une cage à araignée, et il parle comme un robot à en voir comment sont formées ses bulles. Première idée, et si c'était un robot? Ça serait chelou mais possible, non? Deuxième idée, c'est peut-être un enfant tout petit qui a par-dessus un grand exosquelette. C'est ce qui paraîtrait le plus logique. En tout cas, j'espère qu'on en apprendra plus à son sujet dans le tome 13. Je trouve c'est un personnage qui a vraiment un grand potentiel. J'aimerais terminer le sujet du maître fou par parler de son coffre. Jusqu'à la fin du tome 9, il avait toujours son coffre avec lui. Mais suite à l'avalanche dans le tome 9 orchestré par Joachim, il l'a perdu. Alors peut-être Achille l'a récupéré. Mais plus tard viendra l'heure de parler d'Achille. J'avais dit dans une précédente vidéo que le coffre du maître fou était peut-être l'équivalent pour les dernières familles de celui qu'on a vu au début du tome 12, et qu'ainsi dans ce coffre il y aurait une boule avec quoi on pourrait communiquer avec les charbonneux. Tout nous fait dire que cet homme a un rapport particulier à la zone rouge et aux terres basses. Comme il le dit dans le tome 10, il y porte beaucoup d'intérêt, et ce n'est pas du hasard s'il a en possession ce coffre. Car les charbonneux sont responsables de la zone rouge. Et j'irai même plus loin, je pense qu'ils ont un lien avec les terres basses, car charbonneux, charbon, mine, et mine, trou les terres basses. Les charbonneux seraient peut-être donc responsables des terres basses, et le maître fou serait donc un acteur majeur de ces terres basses, en communiquant à travers la boule. Étant donné l'étroit lien qu'a le maître fou avec les terres basses, on peut se demander si l'épreuve de la ligne rouge de Doji ne va pas avoir un rapport avec ces terres basses. D'ailleurs, pour continuer avec ce coffre, et si le maître fou en fait ne l'avait pas perdu? Et que s'il n'est plus avec le maître fou, c'est peut-être parce qu'il est au bout de la ligne rouge, et que du coup le pouvoir de Doji serait lié à cette boule. Honnêtement, moi-même j'y crois pas trop, mais je voulais quand même vous partager cette théorie. On passe à présent à Achille. Le nom Achille a été prononcé maintes fois dans le tome 12, pour être sûr qu'on ne l'oublie pas. Et en vrai il y avait besoin, parce que ça fait depuis le tome 9 qu'on l'a pas vu. Dans le tome 9 où il échoue à la traque du maître fou. D'ailleurs, analysons la dernière image qu'on a eue de lui. On voit comme de l'encre qui dégouline de ses cheveux. Ainsi, on voit que Achille est en réalité très vieux puisqu'il a des cheveux blancs. Le superfuge d'Achille est ainsi dévoilé au grand jour. Lui qui paraissait jeune est en réalité très vieux, comme le pensait Doji. Mais parlons maintenant de l'avenir d'Achille. Officiellement, il est dit dans le tome 12 qu'il est mort, et qu'il a donc connu sa mort dernière. Il est considéré comme disparu des limbes. Or, on voit bien dans le tome 9 qu'il a survécu à l'avalanche. Il est donc encore en vie et dans les limbes. Et je sens, messieurs dames, comme quoi il va revenir dans le tome 13. Pourquoi dans le tome 13? De quelle façon va-t-il refaire surface? On en parle. Pour moi, il y a deux options. La première, ce serait qu'il fasse son retour à Néozalem. Logique après tout. Il a échoué, il revient. Mais il y a une deuxième option. Ce serait qu'il n'ait pas abandonné la traque du maître fou
et qu'on retrouve dans ce tome 13 à Fortville. Et qu'ils prennent part au combat qui va mener Doji contre le Maître Fou, pour vaincre le Maître Fou et délivrer Doji et Josabel. Le retour d'Ashii est une des choses les plus attendues de ce tome 13. Moi perso, j'attends particulièrement son retour. Après, quand et comment va-t-il revenir? On en vient donc au déroulement de l'histoire, mais avant de parler de ça, j'aimerais aborder le cas de Camille et de Layla. Sur le papier, il n'y a aucune raison qu'on les voit dans l'intrigue principale de ce tome 13. Et j'ai bien dit sur le papier. J'avais pas fait gaffe, mais c'est pas un peu teubé ma métaphore vu qu'on parle de BD? Et que du coup, tout ce qu'on voit, c'est sur le papier. Tu sais quoi, je m'en fous, je garde ça au montage. Ouais, moi je suis un fou. Mais revenons plutôt à Camille et Layla. La première raison qui fait qu'on devrait les voir dans ce tome 13, c'est par rapport à une règle qui est appliquée depuis tous les tomes du cycle 3 et qui est que dans chaque tome, il doit toujours avoir les 5 héros originaux présents. Et là, Doji, Ivan, Camille et Terry. Et donc en toute logique, on devrait les voir dans ce tome 13. Mais vu que ce tome est consacré à Doji, on devrait alors peut-être les voir dans une intrigue annexe. Oui, mais souvenez-vous, dans la partie 1, je n'ai pas parlé ni de Camille ni de Layla. Et donc, pourquoi? Ces deux personnages seraient donc dans l'intrigue principale? Eh ben, il y a moyen, et pour cause, l'intrigue principale se passe à Fortville. Et où sont nos deux cocos? Alors pour Camille c'est une évidence, mais pour Layla je vais m'expliquer. J'avais déjà fait une vidéo qui parlait de ça qui s'appelait le sens caché de ce tome 12. Mais en gros pour résumer, je pense que Camille après le tome 12 va s'emparer de Layla qui est laissée à l'agonie, pour la ramener au monolithe et faire la même chose qu'elle a fait à Jonathan. Et donc ma théorie ça serait qu'on revoit Layla comme on a revu le Ravaudeur en antagoniste. Et que vu que Doji est à Fortville, ce sera peut-être lui qui devra faire face à cette nouvelle Layla. Après, là où ça colle pas, c'est qu'il y a déjà un antagoniste dans ce tome 13, le Maître Fou. Et je vois pas comment Fabien Vellman pourrait insérer deux antagonistes en un tome. Après, je dis que Layla va devenir un antagoniste un peu comme le Ravaudeur, mais c'est pas tellement sous cette forme que je pense. Je pense que ça va être vraiment lié à son don de presciente. Mais toujours est-il que je ne pense pas qu'elle sera du coup un antagoniste de ce tome 13. Mais plutôt pour le tome 14. Mais que dans ce tome 13, on devrait la voir, mais un peu comme du teasing à travers Camille. Car dans chaque tome du cycle 3, à chaque fois Camille va voir le protagoniste auquel ce tome est consacré, et se joint donc à l'intrigue principale. On s'attend donc à ce que Camille rende visite à Doji à un moment ou un autre de l'histoire. Et que à cette rencontre, Camille dévoile la nouvelle Layla. Mais vu qu'on est à Fortville, la vraie question en fait c'est, est-ce que c'est Doji qui va venir à Camille? Ou si c'est Camille qui va venir à Doji? Est-ce que l'arrivée de Camille va avoir un impact dans l'histoire? À toutes ces questions on n'a pas beaucoup de réponses, et je donnerai mon avis quand on parlera du déroulement de l'histoire. Mais juste avant d'y venir, on va parler enfin du titre. J'avais dit qu'on serait le titre officiel que à la sortie en librairie de ce tome 12, mais certains privilégiés ont eu la chance de pouvoir l'avoir hors librairie. Et ces personnes ont eu la sympathie de nous donner donc le titre de ce tome 13. Étant donné qu'on n'a rien à perdre, on va donc leur faire confiance. Du coup, avant de vous révéler le titre, j'aimerais tout d'abord les remercier. Vraiment c'est cool les gars, alors je vous dis un grand merci. Et donc quel serait ce titre de ce tome 13? Roulement de tambour, les âmes tigrées. Les âmes tigrées. Alors, ce tome 13 s'appelle Les âmes tigrées. Analysons donc le titre. Alors pour commencer, dans la saga seule, il y a 3 types de titres. Tout d'abord, les titres formalistes, comme les arènes, les terres basses, la disparition ou les maîtres des couteaux. C'est un peu un titre assez neutre qui présente globalement ce que va être ce tome. Ce qui représente un titre formaliste, c'est vraiment la neutralité. Ensuite, il y a les titres no spoil, comme le tome 5 et le tome 9 qui sont Au cœur du Maelstrom et le tome 9 Avant l'enfant minuit. Ces titres-là, ils sont là pour te teaser quelque chose, mais jamais pour te dévoiler ce que va être l'histoire. Ça fait un peu du coup des tomes surprises. Et ça m'étonnerait pas que le tome 14 d'ailleurs en fasse partie, vu que ce sera le dernier tome du cycle 3. Et enfin, il y a les titres à délire, comme la 4ème dimension et demie, ou la machine à démourir. Et donc là, le titre, c'est un peu comme un délire ciblé dans le tome, comme un peu un zoom avant. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. D'ailleurs, pour rester sur cette notion de zoom, en fait un titre formaliste c'est un titre sans zoom, un titre no spoil c'est un titre avec un zoom arrière, et un titre à délire c'est un zoom avant, dans l'histoire. J'espère que j'étais clair, si ça ne l'était pas, n'hésitez pas dans les commentaires. Et donc pour revenir au titre Les âmes tigrées, ce titre serait dans la catégorie titre à délire. En tout cas c'est ce que je perçois. Et donc ça ferait référence à quel délire? J'y viens maintenant et tout de suite. Le premier truc où on pense forcément les âmes tigrées, donc tigre, cirque, le lieu où Doji est mort. Et donc ce serait peut-être un délire avec Doji et notamment avec ses pouvoirs. Mais je dois vous avouer que j'y crois pas trop. Et pour cause, c'est pas l'âme tigrée, c'est les âmes tigrées. Comme je l'avais dit sur ma vidéo sur la 4ème famille, Fabien Vellman s'inspire beaucoup de la pop culture, et donc aussi de la littérature.
Et il y a une œuvre en littérature, et plus particulièrement en philosophie, qui s'appelle L'âme tigrée. Elle est signée Gilbert Durand et date de 1980. Et donc, qu'est-ce qu'une âme tigrée? Je vais vous dire à peu près ce que j'ai compris d'après mes recherches. D'après Kern.info, qu'il s'agisse de l'individu ou d'une société, d'un ensemble socioculturel, la notion de polarité antagoniste demeure essentielle. La monopolarisation d'un régime de l'image menace au même titre la psyché et le collectif qui ne peuvent perdurer et s'adapter qu'en âme tigrée. En gros, ça dit que dans l'imaginaire, faut qu'il y ait plusieurs pôles d'image. Et qu'est-ce que ça veut dire pour seul tome 13? Pour commencer, on peut dire que ce délire d'âme tigrée ne sort pas de nulle part, car cette notion d'imaginaire collectif est quelque chose d'essentiel dans Seul. Et en fait, d'après Anton, c'est même l'essence même des limbes. Ensuite, essayons d'analyser les propos que j'ai lus sur l'âme tigrée pour le retranscrire et voir ce que ça pourrait donner dans Seul. Le premier truc qui me viendrait à l'esprit, ce serait que les âmes tigrées soient des êtres qui puissent influer les limbes par leur imagination. Qu'ils aient des pouvoirs en somme. Mais quel pouvoir? Je pourrais pas trop vous en dire plus. En fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai une autre théorie que je privilégierais haut la main. Anton a dit que le monde des limbes était le fruit de nos imaginaires réunis, et que donc chacun apportait sa part de son imagination dans les limbes, et que toutes ces parts formaient un tout, et ce tout était le monde des limbes, ou appelé aussi imaginaire collectif. Et dans notre imaginaire, il y a deux pôles, l'imaginaire conscient et l'imaginaire inconscient. L'imaginaire conscient est formé de nos souvenirs, donc de la réalité. L'imaginaire inconscient, formé de nos sensations et de nos émotions, forme notamment les rêves. Le monde des limbes vient de deux sources d'imagination différentes. Le côté réel vient de l'imagination consciente, et l'irréel, le surnaturel, vient du côté de l'imagination inconsciente. Et si on y réfléchit 2 secondes, en fait, tout ce qui est réel, c'est les premières familles, et tout ce qui est irréel, c'est les dernières. Donc les premières familles, c'est l'imagination consciente, et les dernières, l'imagination inconsciente. Mais revenons maintenant à notre cher Gilbert Durand. Il dit que ce soit pour un homme ou un groupe d'individus, il faut qu'il y ait plusieurs pôles d'imagination. Et que du coup, la monopolarisation d'un pôle de l'imagination est une menace, un danger. Et si maintenant on traduisait ça, mais version seule? Dans l'imaginaire collectif des limbes, il faut qu'il y ait plusieurs sources, plusieurs pôles d'imagination. L'imagination consciente et l'imagination inconsciente, soit les premières familles et les dernières familles. L'existence des premières familles est indispensable aux limbes, tout comme les dernières, et que leur équilibre est indispensable. Et donc, que sont réellement les âmes tigrées? J'ai 2 idées. Pour l'une comme pour l'autre, elles sont liées au maître fou, car je pense que c'est lui qui va aborder cette notion d'âme tigrée. Je pense que le maître fou va dans le tome 13 en quelque sorte reprendre le flambeau d'Anton et nous en apprendre plus au sujet des dernières familles. Surtout que le maître fou, avant qu'il devienne ce qu'il est, il était un petit peu comme Anton, à s'intéresser aux limbes. Du coup, ma première idée, ça serait qu'en fait, les âmes tigrées soient des gens qui sont un peu neutres entre les premières et les dernières familles, et qui soient donc d'imagination bipolaire. Le conscient, les premières familles, et l'inconscient, les dernières familles, et qu'ils aient donc une polarité imaginative, ce qui est la définition de l'âme tigrée. Mais cette idée n'est pas mon idée privilégiée. Passons à la deuxième. À mon avis, les âmes tigrées représentent l'ensemble des habitants des limbes. Cet ensemble formant, comme je l'ai dit, l'imaginaire collectif. Cet ensemble prenant source des 2 pôles, les premières et les dernières familles, le réel et le surnaturel, l'imaginaire conscient et l'imaginaire inconscient. L'existence même des limbes est basée sur le fait que nous sommes tous des âmes tigrées. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette idée. Ça se trouve, je me plante complètement, mais fallait bien que j'essaye. Après, bien qu'elle aille chercher très loin cette théorie, je trouve elle a quand même du sens. On verra bien si j'ai vu juste ou pas. On va pouvoir passer enfin au déroulement de l'histoire. Les thématiques de l'intrigue principale ayant été traitées, on va pouvoir conclure. Et enfin pouvoir remplir le rond central de mon schéma, pour répondre à la question: que va-t-il se passer dans ce tome 13? L'histoire commencera évidemment par Doji, qui est au fond de son trou. Mais à un moment, le maître fou va le faire sortir pour qu'il participe à l'épreuve de la ligne rouge. Mais cette fois-ci, Doji va accepter et va se lancer dans cette épreuve complètement dingue. Mais où la ligne rouge va le mener? On a 2 pistes. La première, c'est le cirque, lieu de mort de Doji. Peut-être qu'on y apprendra de nouvelles choses sur la mort de Doji et ses pouvoirs. Mais il y a une deuxième piste, qui est bien plus liée au maître fou, qui est d'ailleurs l'organisateur de l'épreuve. Ce serait que cette épreuve ait un lien direct avec les terres basses et les charbonneux de la 12e famille. Tant d'indices nous ont révélé combien le maître fou avait un rapport particulier à l'existence de ces terres basses. Est-ce que le coffre du maître fou aura une place dans cette épreuve? Car peut-être qu'il y a une boule à l'intérieur pour communiquer avec les charbonneux. Du coup la question c'est, est-ce qu'il a vraiment perdu le coffre, le maître fou?
S'il l'a perdu, peut-être qu'Ashig l'a retrouvé. Et justement, continuons sur Ashig. Je pense qu'il n'a pas abandonné la traque du maître fou et qu'on va le revoir au tome 13 à Fortville. On peut imaginer que Doji va trouver l'objet au bout de la ligne rouge, mais comment va-t-il vaincre le maître fou? Cette scène du tome 10 nous montre qu'il pourra pas fuir de cette façon. Il aura besoin d'un élément déclencheur. Mais lequel? Ça pourrait être peut-être ses pouvoirs ou bien Ashig. Un autre élément important à noter, c'est l'apparition de Camille face à Doji. On y verra peut-être les premières facettes de la nouvelle Layla. Entre mystère et affrontement, on va en apprendre plus sur les dernières familles, notamment à travers le maître fou. Il nous parlera de sa vision des limbes, notamment à propos des âmes tigrées. En fait, l'intérêt principal de ce tome, c'est qu'il se passera à Fortville. Donc voilà, c'était un pseudo récapitulatif pour résumer tout ça. Si je devais résumer le tome 13 en une phrase, voilà ce que je dirais. Le prochain tome de Seul sera un voyage au plein cœur de Fortville que l'on découvrira sous de nouvelles facettes. Pour terminer la vidéo, j'aimerais faire un bilan de ces deux parties en vous proposant mon top 5 des 5 choses que j'attends le plus dans ce tome 13. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai juste oublié dans mon résumé de parler de Josabel. Ancienne amie d'Ashig, on va enfin voir son visage dans ce tome 13. Sûrement que Doji ou Ashig vont délivrer Josabel dans la seconde moitié du tome grâce à la clé du maître fou. Dans le tome 12, Doji en a fait la promesse. Il sera donc question de tenir parole. On commence ce top 5 avec la 5ème place, let's go. En 5ème, je mets les retrouvailles entre Terry et Doji qui se feront à la fin du tome 13. Ça sera sûrement émouvant. 4ème, le retour d'Ashig. Son comeback promet d'être percutant et nous offrira de belles scènes de combat. 3ème, la découverte de Moulin-Vallon. À travers Lex, Jonathan et Yvan, on va enfin découvrir le village de Moulin-Vallon, qui est le lieu de ralliement de tous nos héros. On va y revoir des personnages qu'on n'a pas vus depuis le tome 9, comme Zoé et Asa. Et on va aussi y découvrir de nouveaux personnages, comme Zéphyr et Annette, qui sont les deux enfants qui ont déposé la lettre dans le tome 9. 3ème, l'apparition de Camille. Chaque apparition de Camille est un événement attendu, mais celle-ci plus particulièrement, et pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est à Fortville, et la deuxième, c'est peut-être qu'on va découvrir la nouvelle Layla. Et premier, les révélations du maître fou. Étant donné le titre et le lieu d'action, il est probable qu'on en apprenne plus sur les terres basses et les dernières familles. Plus que des révélations, ça va être une véritable plongée dans Fortville, une ville que l'on ne comprend pas encore et qui m'intrigue beaucoup. Et donc voilà, c'était mon petit top 5. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère dans ce tome 13 me faire surprendre. C'est donc ainsi que s'achève cette fucking vidéo théorie. Si je devais dire un petit mot à propos de toutes ces théories, je dirais Fabien Velman, t'es un génie. Donc voilà, c'était une assez grosse vidéo qui sera dure à digérer, et j'espère qu'elle t'a plu. Si t'as pas pu tout enregistrer, n'hésite pas à revisionner certains passages. Après, je t'attends en commentaire pour partager nos visions du tome 13. Sinon, pour la suite, je vais bientôt faire un Happy Meal Theories 2ème édition. Ce ne sera pas ma prochaine vidéo, mais juste celle d'après. Et pour cette Happy Meal Theories 2, j'aimerais vous demander à vous, quel sujet vous voudriez qu'on parle. Lâchez-moi vos envies dans les commentaires. Dites-moi quel sujet vous ferait plaisir qu'on parle. Ensuite, pour ce qui est de la prochaine vidéo, ce ne sera pas une vidéo analyse théorie. Alors qu'est-ce que ça va être? Haha, je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir ça le dimanche 26 avril, dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à dimanche, salut!